maintenant 130 adhérents que nous remercions, et ce nombre augmente à chaque conférence. Donc, nous apporte des contingents neufs, des vagues humaines, que dis-je, des peuples nouveaux, chaque fois différents, mais nous les espérons bien entendu pacifiques et amis. Enfin, nous faisons effort pour que toutes ces rencontres que nous organisons y contribuent, c'est-à-dire à l'amitié et à la compréhension. Alors, bonne chance au peuple de ce soir. Celui-ci peut se diriger près d'Alain et près d'Yves pour y trouver un bulletin d'adhésion. Alors, nous avons un mois de mars très, très occupé, truffé d'activités, plein, on dira, comme une dinde au marron. Également plusieurs types d'activités et des lieux différents, donc il faut y faire très attention. Par exemple, vendredi 8 mars, nous fêtons la Journée internationale des droits de la femme, et contrairement à ce que dit la presse, ce n'est pas ici que ça se passera, mais bien à l'Expression Libre, et à 20h. Donc c'est un spectacle totalement différent, et ce sera le Printemps des poétesses. C'est intitulé d'ailleurs « Femmes, vie, liberté », avec 5 lectrices aussi sensibles que chevronnées, triées sur le volet par le Théâtre populaire de Champagne, que dirige Madame Marie-Hélène Haïn, d'une main de velours. Ce sera aussi la suite de cette conférence de ce soir. Et il y aura même un violoniste kurde qui s'appelle Bahram Jalal. Alors, le jeudi 14 mars, également une date importante, à 20h, à l'Hôtel de Ville de Troyes, le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et les peuples, évidemment, ont beaucoup d'amitié en ce moment, ils en ont besoin. Eh bien, le MRAP s'est accoquiné avec l'UPOP pour inviter Madame Élise Petit, qui est une historienne, une musicologue de l'Université de Dijon, et elle nous parlera de la musique et de son utilisation dans les camps nazis. On parle beaucoup de résistance et de déportation cette année. Alors, c'est gratuit, mais il faut absolument s'inscrire, car les places sont limitées. S'inscrire à la Maison du Boulanger, soit en utilisant son site, parfois c'est pas facile, mais on y arrive, soit y en allant à pied rue Payot de Montabert. Vous savez que rue Payot de Montabert, autrefois, il y avait des dames bien habillées et on disait qu'elles y faisaient la fenêtre. Et aujourd'hui, eh bien, on distribue dans cette Maison du Boulanger le bon pain culturel. Le mardi 19 mars, un ami, membre de notre association, m'a annoncé qu'à 18h30, non, je me trompe, ça sera pour tout à l'heure l'autre conférence, le 19 mars à 18h30 à la Maison des Associations, cette fois, avenue Pasteur, bien sûr, l'UPOP soutient une initiative d'un collectif d'études du mouvement ouvrier au bois qui s'appelle CMOA, et il invite Gérard Streff. Il a pensé que, comme on l'avait fait venir ici, il se comportait fort bien. Et Gérard Streff vient de sortir un livre, Miliné et Missak Manouchian. On en entend beaucoup parler, et avec leur pantonéonisation, c'est pas facile à dire ce mot-là. On aurait dû les mettre à la mairie, à la mérisation. Alors l'histoire frappe à la porte de beaucoup d'oublieux de cette époque et rappelle que nos libertés, les plus chères, viennent du sacrifice de nos résistants et de nos déportés, parmi lesquels des étrangers. On peut dire que les collabos se sont donnés aux nazis allemands, aux étrangers allemands, et les étrangers se sont donnés, eux, à la France. Voilà, c'est une petite leçon. On m'a annoncé, voilà, ça y est, ça vient, c'est le 22 mars, il y a un collectif au bois qui s'est créé, collectif au bois contre l'extrême droite, qui organise une conférence appelée « Mémoire du fascisme dans la droite, dans l'extrême droite française ». C'est d'ailleurs notre ami qui était venu aussi à l'UPOP, Jonathan Preda, qui fera cette conférence.
Donc c'est au Petit Louvre. Il y a un petit escalier assez difficile à monter pour les gens âgés. Alors le mois se termine par une exposition du 18 au 29 mars, exposition sur la répression nazie dans l'Aube par un collectif, le collectif Romilly, 39-45, qui, avec la FNDRP, c'est-à-dire la DIRP de l'Aube, a déjà sorti 2 volumes que je vous conseille d'acquérir parce que c'est un travail extraordinaire qui est fait par ce collectif sur tout l'Ouest au Bois, sur tout ce qui s'est passé dans l'Ouest au Bois pendant la guerre. Et le mardi 27 mars, dans cette même exposition au Centre culturel de la Chapelle, il y aura des lectures organisées par le TPC dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Théâtre populaire de Champagne. Et alors, on va presque aboutir à la conclusion de ce que je voulais vous dire. Il y a le 2 avril un spectacle qui a été écrit par une déportée, Madame Germaine Tillon, dans le camp de Ravensbrück, qui s'appelle Verfügbar aux enfers. Verfügbar, c'est un mot allemand, bien sûr, qui veut dire que ces gens étaient disponibles pour les corvées les plus délicates et les plus difficiles. Voilà. Je vous remercie de toute cette longue litanie de dates. Vous pouvez les consulter dans notre lettre. Pour recevoir notre lettre, il faut être inscrit. Il nous suffit simplement de votre adresse Internet et vous la recevrez très régulièrement. On en fait à peu près 2 par mois. Voilà, merci beaucoup. Et je passe la parole à Gisèle Malaval qui va vous présenter notre invité. Alors, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, c'est le 8 mars, comme vous savez. Mais pour les Françaises, puis les Français aussi, le 4 mars peut être déjà considéré comme une victoire, avec l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour avoir recours à l'IVG dans ce département de l'Aube. Sur 5 parlementaires, dont 4 femmes, 2 seulement ont voté pour, et ce sont 2 femmes. C'est dire la persistance du refus à accorder aux femmes le droit fondamental de disposer de leur corps dans un pays comme la France, qui est un pays riche et qui est en paix depuis 80 ans, donc qui n'a pas connu la guerre depuis 80 ans. Mais quand on est dans son propre pays, agressé, persécuté et même bombardé, quelle forme peut prendre la lutte des femmes pour leurs droits? Pour répondre à cette question, nous sommes très heureux de recevoir Berivan Firat, qui est porte-parole du Conseil démocratique kurde en France, qui vient d'ailleurs de faire 3 conférences hier en Suisse, et qui va nous parler de cette lutte emblématique et très inspirante des femmes kurdes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok, j'ai pas besoin de micro, donc je vais pouvoir utiliser mes mains. On a tendance à parler un peu avec les mains. Vous m'entendez? Là, c'est mieux? Comment vous m'entendez? Mieux, mais c'est pas ça. Si, c'est bon? Ok. Ah ben là, on me dit. Ah d'accord. Ok. Donc tout le monde m'entend? Ok. Donc, oui, effectivement, je suis là pour parler de la lutte de mon peuple, de la lutte des femmes, qui sont les femmes kurdes, dont je suis aussi originaire, je suis une franco-kurde. Et vous parlez aussi des femmes du Moyen-Orient, des femmes de l'Occident, car si on parle d'une et pas des autres, eh bien, ce que je vais vous expliquer ou ce que je vais essayer de vous raconter ne sera pas complète. C'est pour cela qu'en vous parlant de la femme kurde, eh bien, je vais vous parler de la résistance face à l'obscurité des femmes du Moyen-Orient, que ce soit les femmes arabes, les femmes syriaques, les femmes arméniennes, les femmes turkmènes, les femmes chrétiennes d'Orient,
les Yézidis, qui sont une partie kurde et d'autres non. Donc, on va aujourd'hui rendre hommage à toutes ces femmes. Mais je vais expliquer ce que je connais le mieux, la lutte des femmes kurdes. La lutte des femmes kurdes a été rendue visible avec la résistance du nord et l'est de la Syrie, c'est-à-dire la résistance emblématique que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, la résistance de la ville de Kobané. Cette ville qui était encerclée, qui avait été complètement occupée par Daesh et les autres vermines salafistes, parce que j'ai même pas envie de dire je ne sais pas comment on peut les qualifier. Et il ne restait plus que, c'est même pas 2 rues, il restait 2 points, c'est-à-dire un appartement où il y avait des tireurs expérimentés kurdes et un autre appartement. Tout le reste avait été détruit, occupé par Daesh. Et pendant des mois, nous avons été frappés à toutes les portes. Nous avons demandé de l'aide pour dire nous sommes face à un génocide, mais attention, nous sommes face à un génocide, mais vous êtes aussi en danger, car ceux qui veulent nous exterminer, ce sont vos enfants qui sont partis d'ici, ou ce sont les enfants qu'on essaie de monter contre tout le système laïque, républicain et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, il a fallu attendre longtemps, il a fallu que, pour Kobané seulement, qu'on perde plus de 4500 de nos enfants pour qu'enfin la coalition internationale décide d'envoyer quelques aviations pour bombarder des points où les Kurdes avaient perdu les leurs, quoi. Donc de cette façon, la ville de Kobané a été libérée de Daesh. Mais les Kurdes, surtout les femmes kurdes, ces femmes qui viennent d'une région qui est extrêmement féodale, sexiste, patriarcale, ces femmes qui étaient sorties de leur maison, qui avaient brisé leurs chaînes, elles avaient libéré leur ville, mais qu'allaient-elles faire? Retourner s'enfermer de nouveau, s'enchaîner dans leur maison? Être, plus ou moins entre parenthèses, l'esclave du père, du frère, du mari? C'était plus possible, une fois qu'on a brisé les chaînes, de les remettre ensemble et puis d'aller de nouveau décider à s'enfermer dans ces maisons et de voir la vie, la société à travers les fenêtres. Donc ces femmes, elles ont décidé non seulement à libérer l'autre ville, mais aussi à aller libérer les autres villes, car leur liberté est fragile. Pourquoi, par exemple, ici, on est la République, on est en 5e République, hein, on parle de 6e et tout. Ça fait des années qu'on parle des droits des femmes, que nous, les femmes en Europe, en France, nous sommes libres. D'ailleurs, il faudrait bien tracer un cadre de ce que c'est la liberté. Eh bien, il a fallu combattre. Quand je dis combattre, je sais notamment, là, je voudrais rendre hommage aussi à notre ex-sénatrice Laurence Cohen, qui est une de celles qui a le plus farouchement lutté pour que l'IVG soit inscrit dans la Constitution. Imaginez-vous, dans un pays comme la France, il faut encore batailler en 2024 pour qu'un droit le plus fondamental, le droit de disposer ou de décider de son corps, soit mis sous la protection de la Constitution, car à chaque instant, on risque de nous la prendre. Nous sommes en France, hein, on donne des leçons de démocratie ailleurs et tout. Alors imaginez dans une région extrêmement féodale, où le sexisme, le patriarcat est omniprésent, où la place de la femme arrive derrière le cheval, derrière l'animal qui est dans l'établi, dans l'étable. Donc ces femmes, elles sont sorties de cette condition-là. Et elles ont vu que leur liberté à elles ne suffisait pas. On ne peut pas être libre seul. Il faut être libre à plusieurs. Et une fois qu'on est à plusieurs, libérer encore d'autres.
pour que la société qui nous entoure, la société dans laquelle nous vivons, puisse être meilleure pour nous tous. C'est pour ça que les femmes kurdes, elles ont été, je parle surtout des femmes kurdes, certainement, hein, il y avait des hommes aussi, mais les femmes kurdes étaient au devant. Elles étaient au front, au premier rang. C'était elles qui étaient les commandantes, par exemple, d'une armée de combattants de 120 000 hommes et femmes. C'était une petite femme, Rojda Felat, qui faisait 1,50 m, qui avait été pendant des années dans les montagnes et qui a dirigé, avec d'autres camarades commandantes, cette armée pour aller libérer Raqqa, qui avait été, entre parenthèses, désigné comme le califat de Daesh et des autres vermines salafistes. Donc, et une fois cette région libérée, les femmes kurdes, les hommes kurdes, les Kurdes se sont retirés dans leur région, ils ne sont pas allés occuper ce territoire. Ils l'ont remis à ceux qui sont les propriétaires de ces terres, ceux qui vivent là depuis leur famille, depuis des siècles, ceux qui ont des racines. Donc, les femmes kurdes ont combattu pour elles et pour les autres. Mais on parle beaucoup des femmes kurdes du YPJ, c'est-à-dire du Force de défense populaire des femmes du nord et l'est de la Syrie, mais personne ne se demande ou personne ne veut dire, mais attendez, du jour au lendemain, en 2011, il y a eu la révolte en Syrie, il y a eu soi-disant l'armée libre syrienne, on a vu ce qu'ils étaient, hein, cette armée soi-disant libre que l'Occident, même la France a armée, on a vu que c'était des salafistes et ils ont rejoint par la suite Daesh, Hashti Shaba et les autres, et il y avait Assad et il y avait les Kurdes. Pour une fois, les Kurdes ont décidé de choisir la troisième voie, c'est-à-dire ni être au service de Assad, qui pendant des décennies a fait vivre les Kurdes sans identité, en tant qu'apatrides, sans le droit de pouvoir ouvrir un commerce, de pouvoir acheter sa maison, de pouvoir vivre en tant que citoyen, ou d'aller mourir pour des réactionnaires, des obscurantistes. Les Kurdes, en particulier les femmes kurdes, ont décidé de protéger leurs maisons, leurs terres. Et par la suite sont allées protéger les maisons, les terres des autres. Mais personne ne s'est dit, mais d'où elles ont pris cette force? Comment elles ont décidé cela? Eh bien, elles ont pris l'exemple sur la lutte qui dure depuis pratiquement 40 ans, qui a été par la suite couronnée par un projet politique, qui est la lutte qui est menée par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. C'est le PKK qui est venu les aider, puisque pour libérer Kobané, le PKK a perdu, rien que pour la ville de Kobané, a perdu 450 de ses cadres les plus importants. Quand on dit des cadres, ce sont des militants qui ont été formés sur des dizaines d'années. Ce sont des gens qui sont venus pour aider, qui sont venus pour les former. Et ce sont les Kurdes, les militants du PKK, qui sont descendus pour aller aider ceux que l'Occident détournait les yeux, ne voulait pas regarder. Ou ne considérait ou ne voyait pas vraiment l'ampleur du problème. Beaucoup n'ont pas compris que ce qui se passait au Moyen-Orient, eh bien, c'était aussi un danger imminent sur l'Occident. Donc, ce sont les femmes kurdes qui ont mené, elles ont été l'avant-garde de cette lutte armée, mais surtout actuellement, alors que les bombes continuent à exploser. Hein. Attention, ce n'est pas le calme plat, ce n'est pas parce que malheureusement, heureusement d'ailleurs pour nous, que ça n'explose pas en Europe, en Occident, que là-bas, ça n'explose pas. Erdogan bombarde tous les jours les combattantes et les combattants, les commandants, surtout les commandantes. Il vise en particulier la femme kurde. Il vise par des opérations ciblées ceux qui ont défait Daesh
ils bombardent aux alentours des prisons, des camps où sont détenus les Daéchiens que l'Europe, l'Occident refuse de reprendre, alors que les plupart sont des Occidentaux, refusent de juger, ce qui amène aussi un problème de droits humains, puisque ces individus, peu importe le crime qu'ils ont commis, à un moment donné, il faut qu'ils soient jugés, si nécessaire châtiés, mais on ne peut pas indéfiniment les garder sans qu'ils soient jugés ou sans qu'ils répondent de leurs crimes. Ça, c'est une violation des droits humains. On ne peut pas. Nous qui donnons des leçons de démocratie à tout le monde, on ne peut pas continuer comme ça. Mais pour que ces gens-là soient jugés, soit il faut qu'on les ramène là, soit il faut qu'on reconnaisse le statut du nord et de l'est de la Syrie pour qu'on puisse, comme les tribunaux de Nuremberg, installer des tribunaux et qu'on puisse les juger là-bas. À l'endroit où ils ont commis les crimes, à l'endroit où ils ont vendu les femmes comme esclaves sur les marchés, à l'endroit où ils ont décapité les femmes, à l'endroit où ils ont violé des petites filles. Mais tout ça n'est pas fait. Et donc, les femmes kurdes mettent en place le projet politique qui est le projet de ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, une démocratie directe, un projet multiethnique, paritaire, féministe, écologique, qui ne retrace pas de nouvelles frontières, mais qui amène les peuples à décider d'un choix libre à vivre ensemble ou pas. Et ce projet, malgré ce que j'ai dit, que la Turquie continue à bombarder à chaque instant, malgré que le 4 octobre, juste avant ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, et par la suite l'attaque contre la Palestine, les Kurdes étaient bombardés. Des structures civiles, les écoles, les hôpitaux, les centrales électriques, les centrales de gaz, toutes les structures civiles ont été bombardées. Silence radio, personne n'a parlé. Et vous savez avec quoi bombarde ? Erdogan bombarde avec les armes de l'OTAN, c'est-à-dire avec l'accord de l'OTAN, mais aussi avec l'accord de la France. Dans ce cas-là, il y a un réel problème de duplicité vraiment qui est insupportable. Pour vous donner un exemple, il y a une jeune commandante de 24 ans qui a été tuée lors d'une attaque ciblée. C'est une commandante qui avait été reçue par M. Macron. Il y a eu une petite déclaration qui a été faite. Elle avait été reçue par l'Élysée, tout ça. Ça veut dire condamner les femmes kurdes à la mort, alors que la peine de mort est soi-disant abolie en Turquie. Sans jugement, sans procès, on tue. Ce sont même pas, on parle, à chaque fois la Turquie parle de tuer en mettant en avant le fait de soi-disant se protéger contre le terrorisme. Oui, mais sauf que ceux qu'ils tuent, ce sont des Kurdes, certes, mais des Kurdes de Syrie. Ils ne vont pas combattre contre la Turquie. Ils mettent en place un projet politique de vivre ensemble, un projet politique qui gomme ou qui efface petit à petit nos différences pour qu'on puisse mieux se comprendre et qu'on puisse vivre ensemble. Et ça dérange. Pourquoi l'Occident, par exemple, ferme les yeux ? Parce que ça les arrange. C'est une alternative à l'État-nation. L'État-nation, tout le monde se crêpe les chignons. Dans l'État-nation, c'est une seule langue, un seul drapeau, un seul peuple, si nécessaire, toutes les femmes un peu refaites, sauf mes camarades ici, je vous aime. Donc c'est ça. Et tout ce projet dérange. Car malgré la guerre, malgré les assassinats, les femmes kurdes, je vous le dis, une fois qu'on a brisé les chaînes, personne ne peut nous enchaîner de nouveau. Il est impossible, surtout que la femme est celle, nous disons, peut-être que ça va choquer certains d'entre vous, mais nous disons que la femme est la classe, comme on dit la classe ouvrière, et la classe qui est la plus exploitée. Nous considérons comme une classe à part entière, avec toutes ses spécificités, avec toutes les attaques sociétales,
du capitalisme et tout ça, nous disons que la femme est une classe à part entière qui est spécialement visée. Et c'est pour ça que nous disons qu'il ne peut pas avoir une révolution ou même une société qui s'améliore si nous ne changeons pas de mentalité et de regard sur les femmes. Parce que mener une lutte armée, c'est bien. Chasser les obscurantistes, ceux qui veulent enchaîner les femmes, c'est parfait. Mais si on ne change pas les mentalités, si une fois qu'on a chassé ceux qui veulent nous dominer, qu'on reste avec le même esprit qu'on avait avant, ça ne sert à rien. Alors, comme les femmes sont celles qui ont eu le plus de mal à conquérir ces droits, comme les femmes sont les plus aptes à risquer de perdre ce qu'elles ont gagné, alors les femmes sont les farouches défendresses de ce qu'elles ont conquis. Elles ont créé, par exemple, dans le nord et l'est de la Syrie, des villages spécifiques aux femmes, ce qu'on appelle la maison des femmes. Ce sont des endroits où les femmes qui sont blessées de guerre, qui ont été blessées dans leur dignité, qui ont été blessées dans leur dignité, dans leur vie privée. Ces femmes qui ont besoin de pouvoir se reconstruire, eh bien, elles sont reçues dans ces villages de femmes qui sont dirigés par les femmes, où les femmes peuvent cultiver leurs propres légumes. Il y a l'autosuffisance, je vous dis, malgré que les bombes explosent à quelques mètres. Donc, de ce fait-là, la femme kurde ne s'arrête pas au fait d'avoir lutté pour elle, d'avoir conquis des acquis pour elle. Nous continuons aussi à aller au-devant de nos sœurs, oui, car en réalité, quand on cache l'espèce de nationalité qu'on a chacun, hein, quand on se regarde, on est pareil. Bon, on est plus joli que les hommes, je suis désolée pour vous, mais voilà quoi, hein, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que, eh bien, il faut que le combat que nous avons mené a un prix très cher, un prix qui est, on ne peut pas estimer ce qu'on a dû payer pour pouvoir, pour que ici vous soyez en sécurité. Parce qu'on dit, oui, les Kurdes, ils ont combattu pour eux. Oui, mais on ne nous avait pas dit que Daesh, El-Nusra, Shaba et tout ça étaient l'ennemi de l'humanité. Nous sommes la seule humanité ou quoi? Vous ne faites pas partie de l'humanité? Alors dans ce cas-là, nous avons combattu aussi vos ennemis. Mais ceux qui ont combattu pour vous, ceux qui sont en train de mettre un projet politique en place, un projet politique de vivre ensemble, multiethnique, multiculturel, chrétiens, yézidis, musulmans, vivent ensemble sans problème. Ici, on est en train de s'arracher les cheveux parce que, je ne sais pas quoi, il y a l'islamophobie, il y a le judaïsme. Mais attendez, les juifs, musulmans, chrétiens, yézidis, ils vivent ensemble. Ils construisent le synagogue quand il est détruit, ils le construisent ensemble. Ils décident s'il faut le réparer ensemble. Ils décident s'il faut changer de place ensemble. Ils décident de reconstruire l'église orthodoxe ensemble. Ils décident de reconstruire le mosquée ensemble. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe et décider de pour soi-même. Donc, c'est dans ce cadre-là que les femmes kurdes, après avoir offert au monde, parce qu'on le dit tellement facilement, par exemple, femme, vie, liberté, c'est au-delà d'un slogan. Il s'agit d'une philosophie de vie. Nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous disons qu'il ne peut avoir de société libre sans la liberté de la femme. On ne peut pas d'abord libérer la société puis de dire on va voir après les problèmes de la femme. Non, on va d'abord voir les problèmes de la femme. On va d'abord régler, enlever toutes les entraves qui sont sur le chemin des femmes. Après, car si la femme, physiquement, intellectuellement, mentalement, n'évolue pas, la société n'évolue pas. Pourquoi pensez-vous qu'on enchaîne, on enferme les femmes? Pourquoi pensez-vous qu'on empêche
les femmes, par exemple en Afghanistan, mais aussi ailleurs, à aller à l'école, à aller s'instruire. Car une femme qui est instruite, une femme qui est capable de penser, c'est une femme qui est capable de changer toute la société. C'est pour ça que la femme fait peur. C'est pour ça que la femme fait peur, mais la femme, malgré tous les interdits, regardez en Iran, tous les interdits, les assassinats, les meurtres, les femmes continuent à résister. Car c'est elles qui perdent le plus, c'est elles qui ont le plus à gagner. Donc je disais, ce slogan qui est une philosophie de lutte, dans le cadre de... Sans la femme, il ne peut avoir de vie. Sans la vie, il ne peut avoir de liberté. C'est aussi simple que ça. Et c'est une philosophie que les femmes kurdes travaillent depuis des décennies. On est même arrivé à dire, par exemple, on nous dit quelle est la place du féminisme dans la société kurde. Le terme féminisme n'est plus suffisant pour nous. Nous l'avons dépassé depuis longtemps. Nous disons qu'il faut une science de la femme. Nous travaillons dessus, ce qu'on appelle la gynéologie, la science de la femme, pour qu'on réécrive l'histoire, pour qu'on réattribue aux femmes leur place qui ont été dans l'histoire, leur rôle qui ont été la leur dans l'histoire. Je vais vous donner un exemple très simple. Tout le monde le sait, la révolution bolchevique, tout le monde parle. Mais est-ce qu'on parle de ces 3 femmes qui sont allées abattre le tsar, qui a été à l'origine du déclenchement de la lutte, de la révolution et tout ça? On parle de ceux qui ont trouvé les vaccins, on parle du mari, on ne parle pas de la femme. Le nom de la femme n'existe pas, même maintenant dans nos sociétés. Donc nous disons, le féminisme en elle-même, ok, l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, l'égalité des droits, très bien. Mais déjà, repartons dans le passé, réécrivons l'histoire, repensons la société avec la sensibilité et des fois avec la dureté de la femme. Il n'y a que comme ça qu'on peut changer la société et c'est pour ça que nous disons que le féminisme, surtout le féminisme occidental, est insuffisant. On ne peut pas prendre, par exemple, l'exemple du féminisme occidental et l'appliquer au Moyen-Orient. On ne peut pas prendre l'exemple de la laïcité en Europe et l'appliquer au Moyen-Orient. Les choses sont différentes. C'est appliqué de façon différente. Donc, c'est tout ça que nous essayons de changer. Ce n'est pas seulement aller 2 pas en avant et puis rester coincé parce que on n'a pas changé la façon de regarder la société, la façon de penser, la façon d'élever les enfants, la façon d'éduquer nos garçons. On a peur à mon âge, j'ai peur de sortir dans la rue, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a une 30aine, 40aine d'années. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème des femmes? En réalité, il n'y a pas de problème des femmes. Il y a le problème des hommes. À changer les hommes, à éduquer les hommes, à éduquer la société. Qui éduque les hommes déjà, à la base? Les mères. Une fois qu'on arrive à l'école, si on arrive à changer les mentalités, nous allons changer aussi tout le programme qui s'ensuit. Donc, si on change, si on réécrit l'histoire, si on développe cette science de la femme, eh bien, on peut penser à une société différente. Et ne pas s'arrêter sur le fait, oui, mais nous faisons une réunion non mixte parce que nous sommes des féministes, nous ne voulons pas combattre les hommes, nous voulons combattre avec les hommes. Mais ils ne sont pas plus forts que nous. Peut-être physiquement, mais mentalement, je suis désolée, quand on accouche, on a 40 os ou 30 os ou 20 os qui se brisent en même temps. On fait aïe aïe aïe, on s'arrête, les hommes, vous avez une grippe. Moi, je fais de l'asthme allergique, j'ai fait 4 conférences. Je suis désolée, je ne veux pas être prétentieuse, mais la réalité est là. Je suis la fille d'un homme, donc je ne vais pas dénigrer mon père, ou j'ai des frères aussi. Mais les hommes sont beaucoup plus fragiles que les femmes, ça c'est une réalité. Ou les hommes, par exemple, cachent leurs larmes. Pourquoi? Alors que, voilà. Donc il y a toute une façon de penser
d'agir qu'il faut changer. Et c'est comme ça que nous voyons la société féministe, la société égalitaire, le modèle de projet politique sur lequel nous travaillons depuis des décennies, que vous avez vu que depuis 2012, 2014, 2015. Mais le Parti des travailleurs du Kurdistan, ça sera mon dernier mot. Après, je pense, parce que si vous me laissez parler, je suis là encore 4 jours, il n'y a pas de problème. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dont le leader politique, celui qui a écrit ce projet, justement, projet de vivre ensemble, est emprisonné depuis 25 ans. Il est en isolement carcéral total depuis 3 ans. Et comme Mandela, nous demandons à ce qu'il soit libéré parce qu'il est le seul à pouvoir mener des pourparlers de paix. Et pourparlers de paix avec la Turquie, qui contient la plus grande nombre de Kurdes, plus de 20 millions. Et nous sommes le peuple de 50 millions, sans statut, sans État. Mais je souligne aussi que ce n'est pas nous qui sommes allés nous installer dans les frontières turques, syriens, irakiens, iraniens, ou ce sont ces frontières qui ont été tracées sur nos terres au détriment de l'unité territoriale, mais aussi de l'unité familiale des Kurdes de l'époque. Donc, aujourd'hui, juste quelques jours avant la journée internationale des femmes en lutte, je voudrais, si les amis sont prêts, les femmes kurdes, encore une fois, dans un côté où les bombes explosent, eh ben, elles ont fait un documentaire musical qui est de 22 minutes. On pourra vous donner le lien, vous pourrez regarder la totalité. Mais nous avons voulu vous montrer une partie qui retrace l'histoire de la femme. Et que cette femme soit française, qu'elle soit kurde, qu'elle soit maghrébine, qu'elle soit juive, qu'elle soit palestinienne, la souffrance est la même et la lutte qu'elle doit mener au niveau sociétal est la même, sauf que peut-être il y a la langue qui change et certaines choses. La lutte est la même et les femmes kurdes ont offert vraiment quelque chose de magnifique aux femmes du monde. J'aimerais bien qu'on le visionne et après, si vous permettez, je vous dirai quelques mots. Eh bien, justement, en particulier, lorsque les femmes ont déchiré cette burqa qui cache leur visage, leur esprit, leur volonté de décider, eh bien, elles le font pour toutes les femmes qui ont résisté avant et qui continuent à résister aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, nous avons vu Rosa Luxembourg, nous avons vu Sakine Janssens, nous avons vu Feynaz, qui est une résistante arabe. Et ces femmes qui, en déchirant cette chose qu'on leur impose, eh bien, promettent de suivre, de continuer la lutte de celles qui sont parties avant elles. Ça, c'est une première chose. Et dans le dernier, on parle justement de cette philosophie de femme, vie, liberté. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de costumes différentes. Il y avait les femmes yézidis, tout en blanc avec leur... il y avait les Chaldéens, il y avait les Arméniennes, il y avait les Arabes, les Turkmènes, des Turcs, les Kurdes. Donc il y avait toute cette... elles avaient fait de sorte que toutes les femmes qui habitent au Moyen-Orient ou qui existent sur Terre soient d'une façon ou d'une autre représentées. Donc de là aussi ce message de lutter et de faire de sorte que, eh bien, nous ne pouvons pas être libres seuls, il faut être libres ensemble. Et pour être libres ensemble, il faut lutter ensemble. Et donc consolider ce projet. Et ça, c'était un hommage à toutes les femmes en résistance, aussi bien ici en France que
en Palestine, mais aussi en Israël. On n'oublie pas ces femmes qui ont été violées, qui ont été exposées comme des gains de guerre. Toutes ces femmes tamoules, toutes les femmes sahraouis, les yézidis, c'est dédié aux femmes du monde. Les femmes, main dans la main, et franchement, c'est pas du bisounours de dire ça. Vous voyez bien, quand le droit des femmes régresse à un endroit, juste au pays d'à côté, il se passe la même chose. Donc, nous sommes obligés de défendre nos droits partout et ensemble. C'était ça le message. Et ça, les femmes kurdes ont déjà offert donc ce slogan de résistance Femmes, Vie, Liberté qui cantonne partout, mais elle nous a coûté à nous des dizaines de milliers de vies. Et aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de regarder tout le film, mais je vous conseille d'aller sur YouTube, c'est en libre accès, vous pouvez regarder, vous verrez, ça retrace de la naissance de la femme jusqu'à sa résistance, son émancipation et tout ça. Et on voit Polissa, on voit Police, on voit d'une autre façon, on voit que les femmes sont traitées de la même façon, où qu'elles soient. Donc, si on est traité de la même façon, où qu'on soit, on lutte de la même façon, avec des peut-être méthodes différentes, où qu'on soit aussi. Voilà. Est-elle plus évoluée? Comment elle est organisée, etc. Mais j'aimerais bien. Alors, vous avez parlé des femmes combattantes. Et est-ce que, comme en Israël, elles ont une formation militaire très jeune, ou est-ce qu'elles ont appris, elles ont été formées sur le tas? Elles n'ont pas une formation militaire. Ceux du nord et l'est de la Syrie, elles ont été plus ou moins formées sur le tas. Parce que il y avait les barbares qui étaient à leur porte, et il y avait des combattants qui étaient descendus du nord de l'Irak, les combattants du PKK, mais en nombre, ils n'étaient pas suffisants. Donc, pendant que une partie combattait, les autres formaient femmes, enfin les jeunes femmes, les femmes plus âgées, les jeunes hommes, pour qu'ils puissent se protéger. Ce fut aussi les combattants du PKK qui sont allés ouvrir un couloir humanitaire pour aider les yézidis. Tout ça, nous le savons en France. Mais c'était ça que je voulais dire, j'ai oublié. Là-bas, nous sommes des héros au Moyen-Orient. Et une fois qu'on arrive ici, nous sommes des terroristes. Actuellement, il y a plusieurs Kurdes, femmes et hommes, qui sont face à des extraditions vers la Turquie, alors qu'ils ont des condamnations confirmées par la Cour de cassation turque. Alors que nous disons que le droit humain, le droit des hommes dit on ne renvoie pas, selon l'article 3, on n'envoie pas les personnes dans un pays où nous savons qu'ils vont être privés de leurs droits ou être torturés. Mais on veut envoyer des femmes et des hommes kurdes. Il y a un jeune homme qui souffre d'une maladie orpheline, en plus, qui est devant la Cour européenne en ce dernier ressort parce qu'il est face à être envoyé en Turquie alors qu'il est condamné à 15 ans. Donc il y a une duplicité politique qui est effroyable et qu'il faut briser. Et ça, c'est à nous, aux civils, de faire de sorte. Et est-ce qu'il y a eu des combattants volontaires pour se battre à côté des Kurdes? Est-ce qu'ils étaient assez représentatifs de gens qui ont, comme eux, estimé qu'il fallait se battre contre Daesh, mais aux côtés des Kurdes? Il y en a eu. Pas beaucoup de Français. Je pense que je l'avais déjà dit dans cette salle, parmi les Français, il y a mon fils. Quelques 5 ou 6 Français, mais il y a eu beaucoup d'Allemands, beaucoup d'autres pays européens
qui sont allés combattre aux côtés des Kurdes contre Daesh, parce qu'ils ont pris conscience que ce n'était pas seulement le problème des Kurdes. Et beaucoup par la suite sont revenus en Europe et travaillent à faire connaître la question kurde, à essayer d'aider à la solution kurde. Donc il y a eu, mais malheureusement les Kurdes sont suffisants pour combattre en nombre. Nous sommes malheureusement insuffisants pour décriminaliser le peuple kurde, décriminaliser l'organisation PKK qui combat pour les Kurdes. Et nous sommes face à la duplicité de la réelle politique. Et c'est de ce côté-là que nous avons surtout besoin de soutien, de solidarité de vous tous et toutes. Autrement, sur place, même quand il y a eu la coalition, il n'y a pas eu un seul soldat qui a été au sol. Ce sont les Kurdes qui ont combattu au sol. Ils ont largué certaines bombes ou donné les signalisations. Les Kurdes peuvent combattre sur leur terre, même pour vous et pour moi. Mais on a besoin de faire de sorte, comme on l'a fait à une période pour l'ANC et pour Nelson Mandela, nous devons mener une lutte pour décriminaliser les Kurdes, car en criminalisant le mouvement kurde, on criminalise tous les Kurdes. On criminalise par exemple ce jeune homme qui a lutté contre le despotisme turc, qui en France, je le souligne, a dénoncé les bombardements de l'armée turque sur la Syrie. On dit oui, mais il a mené des activités pour l'organisation terroriste en France. Oui, mais il n'a tué personne, il n'a blessé personne, il n'a détruit aucun immeuble, il n'a détruit aucun bien. Il est simplement allé protester devant l'ambassade turque. Donc on nous punit car nous sommes criminalisés parce que ça les arrange. Donc c'est là-dessus qu'il faut ça. J'ai l'impression que la question kurde, elle existe depuis tout le temps. Enfin, la reconnaissance que réclament les Kurdes, elle a toujours été. Et est-ce que la guerre a changé quoi que ce soit dans le regard que porte le monde occidental vis-à-vis de la question kurde, on va dire? Nous disons, en réalité, moi, je n'aime pas trop le terme question kurde. Nous, les Kurdes, nous ne sommes pas la question, nous sommes la réponse. Nous sommes la solution. Vraiment, la solution. La question, le problème, c'est l'État xénophobe, raciste, négationniste turc. C'est l'État théocrate iranien. C'est l'État, Saddam il est mort, mais ceux qui sont en place ne sont pas mieux. C'est la direction irakienne. C'est Assad. Nous, les Kurdes, partout où nous allons, partout où nous vivons, nous essayons de mettre en place un projet pour pouvoir vivre avec tout le monde. Nous ne voulons pas, nous disons pas, attendez, partez de nos terres. Vous nous les avez pris, vous nous les rendez, vous en allez où vous voulez. Non, nous disons, nous voulons vivre avec vous, mais ceux qui sont vos droits sont aussi les nôtres. Pourquoi vous avez le droit d'avoir le prénom que vos parents vous ont donné sur votre carte d'identité, la nationalité de la terre où vous êtes né, vous avez votre passeport, votre identité, et que moi je n'ai rien, ou que je suis obligé d'avoir une identité différente sur les papiers, car mon identité kurde m'a été refusée. Par exemple, je m'appelle Berivan Firat, c'est le prénom. Berivan, c'est le prénom que mon papa m'a donné. Firat, c'est le nom que ma maman m'a donné parce que toute sa famille avait été massacrée pendant le massacre de Dersim en 1938. Donc, elle m'a donné son nom de famille comme prénom pour faire vivre un peu sa famille. Mais ce n'est pas sur les papiers. Sur les papiers, je m'appelle autrement. Parce que la Turquie refuse. Et comme mes parents n'étaient pas nés ici, je ne suis pas automatiquement française, donc sur les papiers, je m'appelle autrement. Et je ne peux même pas porter le prénom que mes parents m'ont donné. J'ai été plus ou moins criminalisée en France en me disant, oui, mais
vous portez des identités de code. Ils ont été faire une enquête, ils ont vu que depuis l'école maternelle, on m'a toujours appelé comme ça. Donc ils ont vu que c'était pas dangereux, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Oui, donc les Kurdes sont répartis sur 4 pays, si j'ai bien compris. Et le Kurdistan, c'est où le Kurdistan? Ça existe ou pas? Je ne sais pas, moi. On ne peut pas, parce qu'on a changé les frontières, effacer l'historique d'une terre. Par exemple, pour vous donner un exemple, les amis arméniens qui ont été victimes d'un génocide qui les a décimés. C'était avant l'Holocauste, hein. C'était d'ailleurs le premier, comme personne n'a rien dit, le barbare Hitler, il s'est dit, ils n'ont rien dit pour les Arméniens, ils vont rien dire pour la barbarie que je vais faire. Eh bien, par exemple, là, avec l'appui de la Turquie et la duplicité occidentale, l'Artsakh, le Haut-Karabakh, qu'on a donné dans les frontières de l'Azerbaïdjan, est la terre ancestrale des Arméniens. Il y a des cathédrales, des églises qui datent de 3000 ans. On peut l'avoir donné à l'Azerbaïdjan, mais c'est la terre des Arméniens, je suis désolée. Il y a l'histoire, vous marchez, l'historique de la terre fait que c'est la terre arménienne. C'est pareil pour les Kurdes. C'est pas parce qu'on est venu dessiner une frontière dessus que la terre, cette géographie a perdu toutes ses valeurs historiques. La Turquie essaye d'effacer en détruisant même des monuments qui sont classés, des monuments au niveau de l'UNESCO mis sous protection. Eh bien, en creusant la terre, en faisant des recherches anthropologiques, on retrouve la trace des Kurdes. On retrouve la trace des Kurdes 612 avant Jésus-Christ. Les Turcs qui sont venus... c'était même pas des Turcs, à l'époque ils s'appelaient autrement. Ils sont venus dans la région après 712 après Jésus-Christ. Donc nous, on était là sur la terre de Mésopotamie depuis des siècles. Donc on ne peut pas, on peut gommer certaines choses, mais on ne peut pas changer la réalité de l'histoire. On ne peut pas changer les richesses, les recherches anthropologiques qui sont encore sous terre et qui nous racontent l'histoire de la civilisation. Les Kurdes ont été là, c'est leur terre, le Kurdistan existe. Pour nous, les frontières qui sont là, elles n'ont aucun sens. Vraiment aucune. Les Kurdes sont sur leur terre, ils n'ont pas bougé. Là, c'est devenu le Kurdistan turc. Là, c'est devenu iranien, syrien, perse. Mais les Kurdes, ils sont pas partis, ils n'ont pas immigré, ils sont pas allés s'installer sur la terre de quiconque. C'est leur terre. Donc, ce sont les occupants, ceux qui sont venus, occuper cette terre, s'il faut qu'ils partent. Mais nous disons même pas partez. Nous disons, nous voulons des droits, pouvoir profiter de notre terre, de notre richesse locale, tout en restant sous ses frontières. Mais nous voulons une nation démocratique, une nation où nous avons décidé de vivre, pas qu'on nous impose de vivre de cette façon. Une nation avec des assemblées populaires, avec des coopératives, avec des gens qui sont capables de gérer et de décider de leur devenir, de leur avenir. C'est ça que nous voulons. Donc, je crois que c'est ça qui pose problème aussi. Ben oui. Hein, parce que bon, nous on a aussi les Corses, hein, qui sont Bien pas. sûr. Et puis on a les Bretons, et puis bon. Mais tous ces gens-là, quand même, toutes ces régions, ces provinces-là, font encore quand même. Enfin, elles se revendiquent quand même elles sont françaises, quoi. Alors que là, vous voulez être quelque part un État dans l'État, c'est ça. Donc c'est difficile, non ? L'autonomie. La décentralisation, la reconnaissance des langues régionales, des peuples régionaux, est un droit qui a été acté, notamment par la France,
mais aussi par la Turquie. Donc, on parle d'un peuple, d'une langue régionale, d'un peuple de plus de 25 millions maintenant en Turquie. On dit 20 millions parce qu'on est encore dans l'ancien temps. 25 millions de personnes, plus 12 millions à Lévis. Hein, vous, 25, ça fait combien? 37 millions de personnes sur 65. Et on est en train de dire ce peuple n'existe pas. Justement, comme vous dites, la France aussi n'appuie pas la question kurde. Pourquoi? Mais parce qu'il y a les Corses, parce qu'il y a les Basques, parce qu'il y a les Bretons. Oui. Mais ils sont combien, les Corses? Combien de millions? Ils sont pas moins nombreux que les Kurdes. Non, mais moi, que ça plaise ou pas, parce qu'il y a des amis, même communistes, très progressistes, quand je dis le droit des peuples à décider de leur destin, et c'est valable aussi pour les Corses, je veux dire, il peut être une seule personne, un seul Corse qui décide de s'appeler nationalité corse, et décider de tracer ses frontières, c'est leur... je veux dire, c'est pas à moi de décider pour les autres. Mais moi, voilà ce que je veux. Moi, je veux vivre sur ma terre et profiter des richesses qui sont les miens. Ces richesses qui sont amenées de là-bas jusqu'à ici et qui nous sont revendues après. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout ça qui dérange. Vous avez raison, ça, parce que c'est un alternatif à l'État-nation, donc ça dérange, bien sûr. Je suppose qu'il n'y a pas d'unité, malgré tout, sur toutes les Kurdes. Il y a certainement des gens qui n'approuvent pas forcément ce projet-là. Il ne peut pas avoir d'unité. Oui. C'est bizarre, non, d'avoir... Oui, mais enfin, quand vous parlez de Kurdes, forcément, il y a... Oui, je suis d'accord avec vous, non. Différemment et qui n'ont pas spécialement les mêmes projets de société. Je suis d'accord, les Kurdes ne sont pas unis, il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs tendances politiques kurdes, et généralement ça choque un peu l'Occident. Oui, mais les Kurdes, ils ne sont pas unis. Combien? Non, c'est pas par rapport à votre question, mais franchement, c'est une question à laquelle je veux donner une réponse, parce que même quand on a des rencontres à des niveaux assez... on nous rencontre derrière des portes, et on nous dit la même chose. Oui, mais les Kurdes, ils ne sont pas unis. Mais attendez, en France, ok, on n'est pas une démocratie super, il y a des problèmes et tout. Combien de partis politiques nous avons? Combien de leaders politiques nous avons? Alors, comment voulez-vous que les Kurdes, qui vivent sous la domination de 4 États différents, plus en Europe, donc dans des sociétés différentes, comment voulez-vous qu'ils puissent regarder le problème kurde de la même manière? Par exemple, entre ce qu'on appelle le Rojava, le nord et l'est de la Syrie, ils veulent un projet politique, comme j'ai dit, multiethnique, paritaire et tout ça. En Turquie, ça a été mis en place dans le cadre des mairies, des associations et tout ça, depuis des décennies, mais personne n'en a parlé. C'est pour ça qu'il y a souvent des attaques contre les mairies. Une fois que les maires, les commerces sont élus, Erdogan les arrête, les met en prison et met des administrateurs à leur place. Car il y a, malgré le système d'Erdogan, les Kurdes ont installé leur structure dans leur ville, mais on ne peut pas, par exemple, demander à ce que la direction du territoire autonome du Kurdistan, notamment de l'Irak, soit d'accord avec notre projet. Il ne peut pas être d'accord. C'est le chef d'une tribu qui s'est enrichi, qui a enrichi les siens, et dont les fonctionnaires, tout ça, sont même pas payés. Ça fait des mois que les enseignants, tout ça, sont en grève. Attendez, c'est pas parce qu'il y a le nom Kurdistan que je vais dire, comme beaucoup de Kurdes le font malheureusement. Oui, mais c'est pas grave, c'est le Kurd. Oui, mais non, il n'y a pas de démocratie. Les journalistes sont enlevés, sont tués. Il y a une mentalité féodale. Il y a encore des régions kurdes dans cette région où les femmes, où les petites filles sont excisées, ce qui n'est même pas une culture en soi des Kurdes.
Donc, bien sûr, il y a des différences politiques. Bien sûr que c'est cette direction qui est là-bas collabore avec la Turquie parce que tout leur intérêt économique est lié avec la Turquie. Mais la Turquie est l'ennemi ancestral des Kurdes. Donc, la collaboration, vous savez ce que c'est. On a aussi nos collaborateurs. Donc, peu importe s'ils ne pensent pas comme nous, les collaborateurs sont les collaborateurs partout. Et il y a ceux qui pensent différemment. Mais par exemple, le PKK est allé aider les Kurdes du nord et l'est de la Syrie, et après il s'est retiré, il ne s'est pas installé là-bas. Vous voyez, on a été libéré Raqqa, on a été libéré Manbij, où mon fiston a été blessé. Après, ce sont des villes arabes, nous nous sommes retirés, nous n'avons pas occupé le terrain. Donc on a un projet, théorie et pratique, qui se tiennent. Et si la démocratie, nous voulons installer la démocratie, eh bien la démocratie est un droit pour tout le monde. On ne va pas fermer les yeux parce que c'est une région kurde qui est soi-disant autonome. Non, il n'y a pas de démocratie, donc je lutterai à un moment venu, s'il le faut, pour la démocratie dans cette région. Pour l'instant, on lutte pour éviter un génocide sur le peuple kurde. Mais le moment venu, il y aura une lutte aussi pour libérer les femmes qui sont là-bas, pour libérer la société kurde du nord de l'Irak. Ça aussi, c'est un de nos projets. Il y a d'autres questions? Est-ce que si les Kurdes avec leur propre État, est-ce que ce serait la solution peut-être, puisque quelque part ils pourraient gérer la politique auquel ils sans quelque part être confrontés aux nationalistes de tous les autres pays, parce que c'est ça le problème. Dans chaque pays où résident les Kurdes, il y a des nationalistes. C'est ce qui s'est passé en Arménie également. Hein, les Arméniens ont fui, pourquoi? Parce que les Turcs, quelque part, le mouvement nationaliste se faisait, prenait de l'ampleur et était virulent. Alors, moi, je vais vous répondre par une question. Alors, il va falloir qu'on chasse les Turcs. Il va falloir qu'on chasse les Iraniens. Il va falloir qu'on chasse les Irakiens. Il va falloir qu'on chasse les Syriens. Il va falloir aussi qu'on chasse une partie des Arméniens. Hein? Il y avait le Kurdistan rouge que les Arméniens ont pris. Hein? Et il va falloir qu'on fasse aussi un peu la guerre en Europe. Je crois que ce serait pour plus la France, qui a divisé notre terre. Et il faudrait qu'on combatte aussi contre l'Angleterre. Donc, quand on regarde comme ça... Non, mais je crois que chacun des États n'est pas prêt à concéder une partie de son territoire. On ne leur demande pas de donner quoi que ce soit. On demande à pouvoir vivre en paix, dans la dignité, avec un statut digne, sur nos terres comme nous le faisons maintenant. Nous vivons déjà là-bas. Mais sauf que nos droits ne sont pas respectés. Notre existence est niée. Notre identité est niée. Nous voulons une société démocratique pour la Turquie, une autonomie démocratique pour les Kurdes. Nous voulons une société démocratique pour les Syriens, une autonomie démocratique pour les Kurdes. Une fois qu'on a l'autonomie démocratique, qu'on a réussi à démocratiser aussi nos voisins, là on peut vivre en paix. On ne peut pas vivre en libérant les Kurdes et puis tant pis pour les Turcs, tant pis pour les Syriens. Non, c'est pas possible. Si mes frères, mes cousins arméniens, ils me tiennent particulièrement à cœur, s'ils avaient pu vraiment fortifier leur démocratie, mais aussi lutter pour démocratiser leurs voisins, pour développer les relations, les choses auraient été peut-être différentes. Mais non, malheureusement, il y a la Turquie, et où le Turc passe, il y a le sang et les larmes et la mort. C'était Victor Hugo qui avait dit ça, non? Si je me trompe. Je l'ai mal dit, mais c'est à peu près ça. Qui c'est qui avait dit? Non, je pensais au poème de Victor Hugo, du massacre oui, de l'île de Kio. Voilà, c'est ça. Bon, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
pouvez, par exemple, actuellement, c'est extrêmement important, je vous ai parlé du jeune Serhat, de ce jeune militant qui est face à une reconduite à la frontière. Je vous dis, toutes les issues en France sont terminées, on est devant la Cour européenne. Et signer cette pétition qui fait pour pas que ce jeune homme soit renvoyé en Turquie. Parce que c'est directement le renvoyer à la mort. Déjà, c'est un jeune homme qui souffre d'un syndrome qui est peu connu, qui peut à chaque instant, il peut avoir les poumons qui explosent, le cœur qui explose. Il a eu plusieurs de ses cousins, des frères qui sont morts de cette maladie, pour lequel il n'y a pas de traitement. Il ne peut pas être soigné parce que il est assigné à résidence, parce que la Turquie demande et tout ça. Donc il y a tout le stress. Et aussi soutenir les Kurdes aussi, peut-être en faisant des petits dons, en allant sur le site du CDKF, du Conseil démocratique kurde. Il y a une petite cagnotte où on peut faire une petite 5, 10, 20. Si vous mettez 1 million, on ne va pas dire non, mais enfin bon, ce que vous voulez, quoi. Surtout aussi parler de la question kurde et la décriminalisation du peuple kurde. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la criminalisation d'une organisation. En criminalisant le mouvement kurde, on criminalise tous les Kurdes. Toute lutte légitime que nous menons est criminalisée. Et nous nous retrouvons coincés. Et on ne peut pas avancer. Et donc, comme ça a été fait dans le temps, je pense que beaucoup doivent s'en souvenir, la lutte pour Mandela et l'ANC, eh bien, il y a vraiment le même problème pour le peuple kurde. Il faut participer aussi à cette lutte, liberté pour Öcalan, statut pour le Kurdistan. C'est une campagne internationale aussi. Pour Öcalan, qui est le leader politique, celui qui a justement élaboré le projet de vivre ensemble, qui est en prison, en isolement carcéral depuis 25 ans. Voilà. Enfin, en isolement carcéral depuis 3 ans, mais sur une île prison depuis 25 ans. Voilà. Bien. Une question qui vous brûle la gorge? Sinon, nous allons nous séparer en vous remerciant. Nelson Mandela avait dit pour les Kurdes que les Kurdes étaient victimes d'apartheid par la Turquie. Nelson Mandela l'avait dit lui-même. Oui. Donc, oui. Donc, merci beaucoup. Ceux qui veulent, il y a des tracts à prendre là-bas sur la table. J'espère que j'ai pu raconter un peu, ça a été.